Bonjour à toutes et à tous. De nouveau, nous voici réunis avec Youssef Indy et nous allons parler de questions plus proches, mais tout aussi importante, à savoir la situation en France. Je dis bien la situation parce que ça déborde très largement la question de la nuit debout, de la contestation de la loi El Khomri, de la loi Macron, des licenciements et autres. On voit bien que la France, alors certains disaient que c'était un petit mai 68, mais c'est un point sur lequel nous pouvons revenir. En tout cas, les choses prennent mauvaise tournure puisque depuis la nuit dernière et hier tout court, les manifestations ont largement dégénéré, que ce soit à Nantes, à Lyon, à Bordeaux ou ailleurs, et qu'il y a eu des affrontements assez durs avec la police. Alors nous ne sommes pas encore en 68, mais les choses, la situation se dégrade, et le folklore des jeunes gens qui sont contents de faire des monômes ou de bouder ou de sécher le lycée, comme on disait autrefois. Les choses prennent aujourd'hui, méritent qu'on s'y arrête et qu'on essaye, qu'on fasse un essai d'interprétation. Alors, Youssef, vous avez des choses à dire sur la Nuit bleue? Alors, première impression, cette nuit debout m'a rappelé immédiatement. Moi, j'ai dit nuit bleue, c'est un lapsus. Les nuits bleues, c'était quand les activistes corses ou de l'OAS faisaient sauter des bombes à travers Paris. Mais c'était un lapsus quand même intéressant, pour ne pas dire révélateur. Donc cette nuit debout m'a immédiatement rappelé le Occupy Wall Street et les indignés, les mouvements des indignés qu'on a vu émerger un petit peu partout en Europe. Et la première impression que j'ai eue, c'est que c'était un mouvement qui était là, comme pour les indignés et Occupy Wall Street, répondre à une sorte de demande. On sait que les agriculteurs sont au bord du gouffre, le nombre de suicides... Et je crois qu'il y a un paysan par jour qui se... Précisons chez les paysans et pas les agriculteurs qui se portent très bien en France, qui maîtrisent à merveille, à la perfection l'industrie de la subvention. Ces gens-là ne sont pas trop à plaindre, mais chez les paysans, ceux qui essayent de continuer à travailler la terre véritablement et entretenir notre patrimoine d'ailleurs, cela se suicide. Donc il faut bien distinguer entre les sous-traitants des grandes multinationales semencières, chimiques, de l'agrochimie, qui sont devenus au fond des sortes d'ouvriers sous-traitants de luxe. Comme on l'avait vu déjà en Asie du Sud-Est, avec les grands plans du FMI. Donc, de la Banque les paysans suicides, c'est tout à fait exact, mais distinguons bien... Oui, vous faites bien de faire le distinguo. Cette nuit debout, moi je la vois comme une volonté de canaliser la colère populaire comme les mouvements Occupy Wall Street et les indignés l'ont déjà fait. Et lorsque l'on se penche un petit peu sur cette organisation, ces organisateurs, ces porte-paroles, on trouve des choses étonnantes. Alors il y a plusieurs personnes, dont des membres du réseau Voltaire et Thierry Messant, qui ont fait les liens, mais avec une véritable documentation entre ce mouvement-là de la nuit debout et les mouvements des printemps arabes, pilotés via des intermédiaires par la CIA. Alors on va vous accuser de complotisme, oui, non mais même logo, le point levé, qu'on va retrouver au Venezuela, dans l'opposition, qu'on va retrouver en Égypte, on va le retrouver un peu partout, ce point levé, et avec des logos qui sont exactement sur le formaté et à l'origine les mêmes sociétés de communication. Exactement. Oui, et donc le logo Point debout, on va le retrouver dans la plupart des révolutions rangées, et on sait que ce sont les mêmes cabinets de communication. Alors, vous avez évoqué Thierry Messant, qui dans le réseau Voltaire a publié un article assez documenté. On peut y renvoyer sans honte aucune, bien au contraire, puisque ce travail est tout à fait original, et montrer que les gens qui aujourd'hui pilotent la communication pour ce mouvement dit spontané et non organisé sont les mêmes qui se sont occupés de la communication sur différents
théâtre d'opération. Je suis volontairement lourd, théâtre d'opération des printemps arabes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'incroyable indulgence du gouvernement actuel vis-à-vis de ces jeunes manifestants excités, lycéens de la place de la République, alors que on avait vu un acharnement des CRS, au bras armé du ministère de l'Intérieur, lors des manifestations de la manif pour tous contre le mariage homosexuel et l'adoption des enfants par ces mêmes couples. Et alors on se dit, nous sommes dans une période qui a suivi immédiatement les attentats du 13 novembre. Nous sommes en plein état d'urgence. Et malgré cela, on a des manifestants... Alors, Monsieur Valls vient de nous dire, c'est pas parce qu'on est en plein état d'urgence que ça abolit toutes les libertés publiques et qu'on n'a pas le droit de manifester. Sauf comme on l'a vu à Calais, une bande un petit groupe de citoyens calaisiens. Nous aimons notre ville et nous voudrions que notre ville connaisse un certain état de sécurité. Ces gens-là se font matraquer, arrêter, traîner. Donc ce droit de manifester et dans l'occurrence le droit supplémentaire de casser n'est pas reconnu à tout le monde. Or, on sait qu'il y a des bandes qui chaque soir 200 à 300, ça ne semble pas 300 individus, ça ne semble pas tout à fait neutre. Et ne disons pas la protection de la police, mais la passivité la plus extrême. Ce qui confirme mon intuition de départ, c'est que ce mouvement est un mouvement donc, piloté de l'extérieur, qui jouit de l'indulgence du gouvernement pour canaliser la colère, parce que la colère gronde aux quatre coins de la France, la canaliser et la rediriger. On peut dire que c'est aussi un abcès de fixation. Oui. Un abcès de fixation, ou le petit sifflet qui est sur le sommet de la cocotte minute, mais donc c'est un leurre, parce que on voit bien que je sais pas ce à quoi il y a 21 ou une trentaine d'ateliers, tous plus délirants les uns que les autres. Monsieur Sarkozy a eu des mots durs en disant que ces gens n'avaient pas de cerveau ni de cervelle, mais je pense que là où vous avez raison et Thierry Messant a raison, c'est qu'il faut aller voir derrière le décor qui agite ce théâtre d'ombre, ces marionnettes. Et d'ailleurs, j'ajouterais autre chose, c'est que ce petit mouvement, ou grand mouvement, peu importe, ce mouvement artificiel, tente de repolariser la politique française. Je m'explique. Donc cette nuit debout se met en place. On a tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, Alain Finkielkraut qui s'y rend, sachant très bien qu'il va avoir affaire à des gauchistes excités. Il n'a pas dû y aller seul, mais avec des gardes du corps. C'était filmé d'ailleurs. Il y va, donc comme prévu, comme c'était prévisible, il se fait jeter dehors, insulter, etc. Et là, ça lui a permis de dire, regardez, c'est l'extrême gauche, le fascisme d'extrême gauche. On a vu des gens du Front National, et pas les plus brillants, Maître Collard et la petite jeune, comment elle s'appelle, Marion Maréchal Le Pen, qui immédiatement ont pointé du doigt... parmi les moins brillants, Maître Collard. Ouais. La petite Marion Maréchal, je suis obligé de le dire par honnêteté intellectuelle, que j'ai vu l'autre soir à un grand jury RTL, je sais pas quoi, se débrouille pas mal. Elle est même très supérieure, à mon sens, à sa tante. Ouais. Et elle, alors peut-être y a-t-il une répartition des rôles au sein du Front National. Ouais. Elle, c'est l'aile traditionnaliste, France Profonde, et Madame Marine Le Pen, c'est l'aile LGBT. En bonne société de communication. Voilà. Mais ceci dit, la petite Marion, elle s'en sort bien. Alors tous les deux pointent du doigt l'intolérance de ces groupes d'extrême gauche, car ils ont éjecté Alain Finkielkraut. Vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy s'en est aussi pris à eux. Et on a eu un des porte-parole de ce mouvement, Frédéric Lordon,
qui était un économiste d'extrême gauche, directeur... Fort intelligent et fort brillant. Oui, oui, d'ailleurs j'ai lu il y a quelques années, j'ai trouvé c'est un homme très pertinent, très brillant, directeur de recherche au CNRS. Ah ben, ce sont toujours des fonctionnaires, ces gens. Hein. Alors, c'est ce que j'allais dire. Vous n'êtes pas financé, mais subventionné par les deniers publics. Non, mais si, toujours. C'est ce que j'allais dire. C'est quand même étonnant de voir systématiquement des révolutionnaires sortir de l'administration française. Et ce Frédéric Lordon dit que nous ne sommes pas, en gros, il dit nous ne sommes pas démocrates, nous ne sommes pas pour le all-inclusive, nous ne voulons pas accueillir tout le monde. Donc il assumait le fait de rejeter Alain Finkielkraut, et ça donne l'impression, sur le plan médiatique, de la communication, qu'on a affaire à une véritable opposition entre gauche et droite. Et cette polarisation, cette tentative de repolarisation de la politique française est aussi un moyen de canaliser la colère qui balaye toutes les classes populaires et toutes les familles politiques traditionnelles. On est dans une phase, avec la déstructuration du catholicisme en France, de déstructuration totale politique. Je vais aller plus loin, Youssef. Je teste sur vous une hypothèse. J'en suis arrivé à penser que le plafond ne va pas s'effondrer, qu'il s'est déjà effondré, que le ciel nous est déjà tombé sur la tête, mais nous ne le savons pas véritablement, et qu'en fait, aujourd'hui, il y a une véritable vacance du pouvoir, il y a un vide du pouvoir, mais extraordinaire. On voit le président de la République qui s'agite dans tous les sens, c'est toujours ce qu'il a su faire le mieux, et qui remplace son Premier ministre. Le Premier ministre apparaît de temps en temps, par-ci par-là, glisse un mot, une phrase, mais qu'en fait, vous parlez de déstructuration, et donc je voudrais dire qu'il y a plus loin, il y a une sorte de vide dépressionnaire au centre du pouvoir en France. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, le vide s'est creusé sous nos pieds, ou le ciel nous est tombé sur la tête, c'est comme vous voulez, mais à un moment donné, le plancher peut s'affaisser d'un seul coup. Oui, il n'y a que... comment dire, il n'y a que l'architecture, plutôt une apparence d'architecture qui tient encore debout. L'ossature a déjà disparu. Oui, la charpente des apparences. On est face à un paysage, vous voyez, comme dans les anciens pays du Union soviétique. Je crois que c'était en Roumanie. Vous voyez les paysages en carton C'était les fameux, c'était du temps de Catherine. Non, de Catherine II. Oui, de Catherine II, c'était les décors, ce qu'on appelait ça, c'était les villages Potemkin, du nom de son ministre et amant. Ceausescu avait repris cette technique-là. Donc on a affaire. On rebadigeonne les façades et derrière ça cache. Voilà, on a affaire à un paysage en carton-pâte, mais il n'y a rien derrière. Et lorsqu'on finira notre balade entre guillemets, on se rendra compte qu'il n'y a rien derrière et que tout risque de se péter la gueule. Oui, mais ça abuse formidablement les intellectuels qui ne voient que ce qu'ils ont envie de voir, et je reprendrai tous les intellectuels qui allaient dans les années 30 en Union soviétique, qui trouvaient que c'était merveilleux. Ils avaient vu une usine modèle, un soviet modèle, alors qu'on sait que tout ça c'était du néant. J'aimerais faire un parallèle qui va peut-être étonner beaucoup de gens, mais un parallèle entre ce qui se passe actuellement à Paris et ce qui s'est passé en Guadeloupe il y a quelques années. Je crois que c'était en 2011, la fameuse révolution en Guadeloupe. Par qui elle avait été menée, cette révolution, cette grande grève? Par Monsieur Domota. D'accord ? Faisons le parallèle entre Monsieur Domota et Frédéric Lordon. Frédéric Lordon, fonctionnaire français. Monsieur Domota, fonctionnaire français à la Poste. Formé dans une école... Comme Monsieur Besancenot. Formé dans une école de commerce en France, qui ne parle qui ne parlait que créole à la télévision, mais qui était marié avec une blanche de métropole. Donc il se présentait comme un grand défenseur de la culture créole. Et vous savez pourquoi la grève n'a duré que 40 jours en Guadeloupe? C'est parce que les fonctionnaires, dont Monsieur Domota, étaient rémunérés les 40 premiers jours de grève. Après les 40 premiers jours de grève, la rémunération s'arrête, et il a dit au mouvement, il a décrété au mouvement, à partir du 40e jour, ça y est, c'est terminé. Aujourd'hui, on arrête la mascarade. Il a joué exactement le même rôle que joue aujourd'hui un Frédéric Lordon. C'est-à-dire, il canalise la colère et il éteindra la lumière quand... et il crache dans la soupe, mais à condition que la soupe ne soit pas dans sa propre assiette. Exactement. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que l'on peut dire de plus. Il y a mille et une choses à dire sur
Quand même les casseurs qui battent le briquet en essayant de faire jaillir des étincelles pour allumer, embraser la colère sociale. Mais nous ne sommes pas, la situation est beaucoup plus grave qu'en 1968. Il n'y a plus de parti communiste, il n'y a plus d'Union soviétique. La CGT, ce sont des profiteurs, plus ou moins achetés d'ailleurs, c'est bien connu, comme la plupart des grands syndicats. Donc qu'est-ce que cela peut donner ? Je dis un effondrement sociétal. Sauf si on a des guerres à la périphérie, Algérie, Maroc, là on aura des reflux de population aussi extrêmement importants et massifs si ces guerres se déclenchaient. Or, la France ferait bien de tenir compte de la situation géopolitique. Les enjeux français ne se jouent plus à l'intérieur du pays, dans l'Hexagone, mais se joue strictement à l'extérieur. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que si l'Algérie ne se décide pas à s'effondrer de l'intérieur, si elle ne se laisse pas amputer de son territoire en Kabylie et qu'elle ne se laisse pas déstabiliser par des groupes terroristes, il se passera ce qui s'est passé en Libye, c'est-à-dire une intervention de l'OTAN. Ça, il faut... c'est une option, c'est une option qui risque d'être mise sur la table. On peut s'y attendre. Oui, ce que vous dites n'est pas seulement du jus de crâne, ce sont non pas des probabilités, mais des possibilités dont on doit tenir compte. Et gouverner, c'est prévoir. Alors, que va-t-il se passer en France ces jours-ci ? Le mois de mai arrive, les jours sont longs, il fait froid. Pour l'instant. En mai 68, contrairement à ce que les gens pensent, nous avons assisté à une véritable révolution avec un grand R, puisqu'il y a eu un changement de paradigme sociétal, culturel et autres. 13 ans après 68, les libéraux libertaires d'ultra-gauche, néoconservateurs, trotskistes et autres, c'est tous les mêmes, prenaient le pouvoir avec l'accession à la présidence de M. Mitterrand en 1981. Donc on a assisté à un changement, il y a eu un changement d'élite. Les élites traditionnelles ont été remplacées et la classe dirigeante a aussi une classe dirigeante s'est substituée à une autre, mais personne apparemment n'a souhaité s'en rendre compte, puisque ce que les marxistes appelleraient ou Marx la bourgeoisie comprador, les bourgeoisies compradoresses se sont rapidement métissées, matinées, mélangées, hybridées avec les nouveaux arrivants. Mais on peut s'attendre à une véritable déstabilisation même de l'Europe avec notamment cet autre gadget que sont les Panama Papers. Entre autres. C'est un acte de guerre parmi d'autres, mais nous y reviendrons si vous voulez bien la semaine prochaine. C'est de même que Volkswagen a certainement commis de grands péchés avec ses logiciels truqués, mais ils ne sont pas les seuls. Les Japonais l'ont fait aussi. Ils auraient pu s'en dispenser. Et c'est une attaque, on peut percevoir ça comme une attaque directe contre l'industrie européenne. Ouais. Mais il y en a d'autres. Enfin bon, l'industrie se porte bien puisque M. Hollande vend des sous-marins à l'Australie. Alléluia, alléluia. Ça va donner du travail à nos chantiers. Et puis, la courbe du chômage ne s'est pas inversée, mais elle semble se tasser un petit peu. Alors, Monsieur Hollande, bientôt, se verra couronné d'une petite couronne lumineuse de Saint-Hollande. Mais la prochaine fois, je parlerai d'une prophétie d'une vieille dame qui avait des visions. Elle rencontrait Saint-Michel à la fin du 19e siècle. Et elle décrit un personnage qui s'appelle le poteau de boue. Et ça correspond presque, en 2 lignes, ça correspond mot pour mot. La prochaine fois, je vous dirai cette petite prophétie au personnage de M. Hollande. Alors, pour ne pas conclure, le livre d'un très très vieux monsieur qui est très vert, il fait du vélo tous les jours, Yves Caron, Les Allemands de Russie. Les Allemands ont joué un très grand rôle en Russie. Pas la plupart, mais beaucoup des tsarines étaient russes. On prenait l'aristocratie russe prenait ses épouses en Prusse. Et pas seulement en Prusse orientale, mais il faut penser, puisqu'on nous parle beaucoup de vagues migratoires, de réfugiés,
qu'en 1945 et durant l'hiver 1946, des millions d'Allemands de Prusse orientale ont été refoulés sur l'Europe, que plus de 3 millions d'entre eux sont morts, et il n'y avait pas de soupe chaude et d'ONG pour les accueillir. Ceux-là sont des oubliés de l'histoire, ceux-là sont de véritables martyrs, et c'est l'un des épisodes génocidaires, on ne va pas dire que c'est un génocide, que ça a été planifié, encore que c'est l'un des épisodes génocidaires de notre histoire récente qui est passé sous silence et dont il conviendrait de se rappeler. Donc les Allemands de Russie, Yves Caron, c'est aux éditions du Alpha. Voilà, à très bientôt.